Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça va? Oui? Non, pas assez fort, je rapproche. Est-ce que là c'est mieux? C'est bon, parfait. Très content d'être parmi vous aujourd'hui et un grand merci au comité d'organisation du colloque et notamment à Rodica de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce que je vais vous présenter ce matin. Donc je vais vous parler de... J'ai fait une recension des recherches qui se sont menées alors, dans les 6 dernières années au Québec autour de questions de réussite éducative des enfants autochtones. Puis l'intention qu'il y a derrière ce contenu-là, en fait, c'est qu'en échangeant avec plusieurs collègues des territoires maritimes, on voit l'impression qu'il y a une certaine proximité avec des préoccupations qu'il peut y avoir pour les élèves, aux élèves, quoi. Donc, je voudrais partager ça et puis vous partager quelques résultats de recherche et puis ce que je pense être aussi des spécificités pour approcher ces situations-là, parce que j'ai l'impression qu'au Québec, on ne fait pas tout à fait comme vous. Puis c'est super intéressant parce que du coup, moi, je trouve ça très, très riche de venir vous voir. Et puis, j'espère que ça pourra vous intéresser, le type d'approche qu'on développe. Pour ceux qui aiment bien être actifs pendant les présentations, le code QR en haut à gauche, c'est pour télécharger le diaporama. Et puis le code QR en bas à droite, c'est pour télécharger la biblio si vous voulez aller voir les références et tout ça pour jeter un œil. Donc prenez, puis je les remets à la fin pour ceux qui sont. Tout le monde a fait son petit clic-clac. J'aime bien avoir ça quand j'ai des présentations, ça me permet d'aller fouiner dans les références, donc j'offre maintenant. Est-ce que c'est bon? Une photo? Alors. Comment on va structurer ma présentation? On a parlé pas mal de contextualisation depuis le départ, donc je vais faire de la contextualisation aussi en vous expliquant un petit peu d'abord pourquoi je parle de réussite éducative là-dedans. Je vais aller vite là-dessus, mais c'est juste pour qu'on s'entende bien sur ce dont je vais parler. Je vais vous parler un petit peu des Premières Nations du Québec. Alors, baissez un peu la clim parce qu'il va se mettre à faire froid. Je vous le dis tout de suite. Puis, je vais vous donner aussi quelques informations sur comment les élèves des Premières Nations sont scolarisés pour que vous voyez. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, les situations sont très variées, mais je veux que vous ayez conscience de cette variété pour que je puisse vous présenter la suite. Donc, je vais donner ça en détail. Ensuite, je vais vous présenter la recension que j'ai faite. Alors, pour anticiper un petit peu, dans les 6 dernières années, là, j'ai trouvé une vingtaine de publications accessibles via des bases de données qui sont facilement accessibles, on va dire. Et je les ai thématisées en 3 approches que je vais décrire tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre d'études qui portent sur des questions de sécurisation culturelle. Donc, je vais dire de quoi il s'agit et puis en quoi consistent ces études. Il y a des études qui portent sur les pratiques d'autocolonisation ou de décolonisation. Donc là, pareil, je vais vous expliquer un petit peu la nuance qu'il y a entre les deux dans l'usage qu'on en fait au Québec et puis les types de résultats que ça peut apporter. Puis enfin, il y a des études qui mettent de l'avant des pratiques qui ne peuvent pas être taguées ni sécurisation culturelle, ni autochtonisation, ni décolonisation, mais qui partagent tout le fait d'avoir été développées dans un cadre collaboratif entre chercheurs et praticiens dans les milieux. Je vais vous dresser le portrait de ça pour que vous voyez le type de résultat que ça peut proposer. Alors, pour ce qui concerne la réussite éducative, j'ai mis 2 définitions qui sont complémentaires et puis qui sont importantes pour les thématiques qui m'intéressent personnellement en tout cas. Donc l'idée que la réussite éducative, c'est une réussite qui vise le développement total ou global des jeunes, donc au niveau physique, intellectuel, affectif, social et moral, et qui vise le bien-être, l'accomplissement de soi, le bonheur. Et donc, selon les systèmes ou les acteurs impliqués en éducation, on retrouve divers accents sur la réussite. Puis donc, il y a des travaux qui portent sur la réussite éducative scolaire, il y a des travaux qui portent sur la réussite éducative familiale, il y a des travaux qui portent sur la réussite éducative périscolaire, et puis il y en a qui portent sur la réussite éducative en général. Donc ça cadre bien. Mais je vous ai mis une deuxième petite définition parce qu'elle contient un élément qui est important, même si elle est partiellement redondante avec la précédente. C'est l'idée aussi que la réussite éducative,
ça comprend le développement du plein potentiel des jeunes, sur tous les aspects qui ont été nommés au préalable. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'en tant que système éducatif, on peut mettre en place pour que les enfants développent les différents aspects liés à leur développement, leur bien-être, et qu'ils aillent aussi loin qu'ils le peuvent en termes de potentiel. Donc les études que j'ai recensées tout à l'heure, c'est des études qui s'intéressent à ces questions-là et qui utilisent ces concepts-là dans ce sens-là. Ça va ? Alors le voyage commence. Les Premières Nations du Québec. De quoi parle-t-on? Alors, je vous ai mis une petite carte du Québec. On ne voit pas très bien les détails, mais c'est pour contextualiser vraiment de manière très, très générale. Pour que vous vous situiez, on a... On voit bien ma souris là, oui. On a Montréal qui est tout en bas de la carte. On a Québec qui est par ici. Jean-Jacques me demandait où c'était le petit village où j'habitais, qui est un petit village de 250 000 habitants, c'est là. Et puis pour vous donner une petite idée, le territoire du Québec, nord-sud, c'est 2000 km à peu près. Est-ouest, c'est 1500 km. Et donc ça fait une surface qui est à peu près 3 fois celle de la France. Et on parle de 8 500 000 habitants au dernier recensement, donc c'est pas tout à fait 10 fois moins qu'en France, mais c'est quand même... Donc ça vous donne une petite idée de l'étendue des territoires et puis de la densité, sachant que l'écart type pour la densité des territoires est assez important. Donc quand vous allez du côté de Montréal, c'est très dense, et puis quand vous allez vous promener vers le nord, là, c'est pas dense du tout. Il n'y a vraiment pas grand monde. Ce sur quoi j'attire votre attention aussi, c'est si vous voyez sur la carte, c'est un petit peu flou ici, on doit mieux voir sur la télé, mais tout ce qui est en noir, là, c'est des routes, et puis les lignes blanches qui sont rayées de traits blancs aussi, c'est des voies de chemin de fer. Vous voyez que quand on parle des nations autochtones et des communautés autochtones, chaque point qui est sur la carte, là, il y en a beaucoup qui ne sont pas accessibles ni par la route, ni par le train. Il y en a qui sont assez éloignés. Il y en a aussi beaucoup qui sont très proches des milieux urbains. Puis donc, pour vous faire un portrait, il y a 10 nations, 10 Premières Nations autochtones au Québec. Donc les Abénakis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Inuits, les Malécites, les Micmacs, Naskapi, Hurons, Mohawks. Et puis il y a la nation Inuit. Alors là, il y a un petit peu une chicane pour savoir si la nation Inuit est une Première Nation ou si c'est une nation autonome, mais peu importe, là je l'ai compté dans mes critères de sélection. Donc voilà, un grand territoire, 11 nations. Les personnes qui appartiennent aux 11 nations sont réparties dans les 59 communautés qui sont affichées sur la carte, là. Et puis chaque communauté a un fonctionnement qui lui est relativement propre, une culture locale qui lui est relativement propre. Et puis les nations partagent une certaine communauté au niveau linguistique, quoi. Donc, comprendre les uns les autres, même s'il peut y avoir des dialectes qui sont un peu différents. Donc voilà pour le premier aperçu. Combien de personnes est-ce que ça concerne? À peu près 100 000 personnes. Donc, puis vous avez la répartition là, selon les nations. Le détail n'est pas important, mais par contre, le nombre de personnes qui sont concernées, c'est l'information importante que je voulais vous donner ici. Et parmi ces membres des Premières Nations, certains résident dans les communautés que je vous ai montrées dans la carte, et puis certains résident en dehors des communautés qui sont dans la carte. Ce qui veut dire qu'au niveau de la scolarisation, il y a des enfants qui sont scolarisés dans leur communauté, puis il y a des enfants qui sont scolarisés à l'extérieur des communautés. Quand on parle des Premières Nations sans les Métis, c'est à peu près 65% en 2017 qui résidaient à l'intérieur des communautés, et puis 30% qui résidaient à l'extérieur. Si on intègre les Métis, ça change un petit peu la proportion, puis je n'ai pas trouvé d'informations aussi récentes par rapport à ça. Puis je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'on appelle les Métis, en fait, c'est les descendants des enfants des Premières Nations qui donc ont un parent ou un grand-parent qui est autochtone. À l'intérieur de ces communautés et de ces nations, on a une certaine diversité linguistique et culturelle. Les personnes qui s'occupent de ça et dont c'est la spécialité ont l'habitude de voir 3 grandes familles culturelles linguistiques, donc les Escaléoutes, qui
toute la partie nord avec les Inuits. La famille iroquoienne. Les familles iroquoiennes, en fait, c'est de tradition sédentaire. Parce que souvent, on pense que les autochtones du Québec étaient plus de tradition nomade, chasseurs-cueilleurs, mais en fait, il y en a quelques-uns qui étaient sédentaires avant l'arrivée des colons. Et puis, 8 nations appartiennent à la famille algonquienne qui, elle, était de tradition nomade, donc avec un lieu de résidence fixe l'hiver, parce que l'hiver, on n'est pas nomade au Québec, mais l'été, dans des départs dans les territoires, et puis avec la communauté, c'est la famille qui se déplaçait, c'était pas la communauté qui se déplaçait en groupe. Ce que j'ai mis là, je ne vais pas vous faire la lecture du tableau parce que ça va être un peu pénible pour vous, mais j'ai essayé de vous faire comme un petit portrait des spécificités des principales nations. C'est pas facile de faire un portrait des spécificités comme ça, parce que déjà je ne les connais pas toutes personnellement, et puis un portrait synthétique n'est pas simple. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai repris l'ouvrage, là, donc ceux qu'on fait clic-clac pour avoir la biblio, vous pouvez l'afficher, et je vous conseille vraiment de le regarder, c'est très très riche. Il y a une partie dans cet ouvrage où il présente chacune des nations, et la présentation de chacune des nations est assortie avec un titre un peu emblème que je vous ai mis dans une colonne du tableau. Puis ensuite, il y a une description textuelle en une page à peu près, dans laquelle j'ai relevé des mots-clés qui me paraissait significatif de la culture des personnes. Donc là, c'est ça, le tableau que vous avez, c'est un peu ce petit travail de synthèse que j'ai fait. Donc je vous laisse regarder un petit instant, puis je vais commenter ça. Vous voyez, on a des informations qui sont données sur dans quoi travaillent les personnes, qu'est-ce qui est investi. Vous voyez qu'il y a des points communs aussi dans la plupart des nations. Dans les mots-clés, on a des éléments qui renvoient à la nature, au territoire. Et puis c'est sans doute un élément qui est très largement partagé entre les Premières Nations, Québec, cette importance du territoire, du pouvoir nourricier, dans un endroit où il n'y a pas d'eau qui coule pendant quelques mois dans l'année, et puis où les partie des animaux qui est en sommeil, quoi. Donc effectivement, le territoire et puis l'accès aux ressources, c'est quand même une préoccupation qui est assez à partager. Et vous voyez aussi une préoccupation très partagée, je pense, qui est aussi valable ici pour la langue et la culture. Donc, ça montre que le colloque d'aujourd'hui a un intérêt qui dépasse les territoires d'outre-mer et puis tous ces éléments-là. Alors, en fait, donc, là, vous voyez un petit peu ce que sont les Premières Nations du Québec. Et en fait, la réussite éducative des membres des Premières Nations, c'est un enjeu majeur parce que, comme dans beaucoup d'endroits dans lesquels on trouve des communautés autochtones, les membres des Premières Nations, ils souffrent d'inégalités sociales. Je vais caractériser un petit peu pour que vous puissiez les comparer avec ce que vous connaissez. Alors, je vais me baser sur un modèle qui s'appelle l'indice de bien-être collectif. Alors, je ne sais pas si c'est utilisé ou si vous utilisez cette référence-là. Vous savez, l'ONU utilise l'indice de développement humain, je crois, pour qualifier le... Alors, l'indice de bien-être collectif, en fait, c'est un indice qui a été développé pour être utilisé en contexte autochtone parce que les chercheurs qui travaillent là-dessus trouvaient que l'indice de développement humain n'était pas assez fin pour qualifier les besoins des personnes. Donc là, c'est un auteur qui s'appelle Cook qui a développé ça. Puis eux, ce qu'ils regardent en fait pour faire un indice de bien-être collectif, c'est la scolarité, le logement, l'activité professionnelle et puis le revenu. Alors c'est moins fin que les travaux que vous faites sur le bien-être, évidemment, mais là c'est plus pour une définition de politique générale, quoi. Et puis ça va permettre de bien qualifier les besoins des Premières Nations au Québec, parce que si on regarde en termes d'activité professionnelle, on observe déjà une première inégalité, parce que si on regarde le taux d'emploi au Québec pour les personnes qui sont des Premières Nations, on est aux alentours de 50%. En 2011, alors qu'on était à près de 60% pour l'ensemble de la population.
Puis au niveau du taux de chômage, en 2011, on était à peu près à 15% de taux de chômage pour les personnes des Premières Nations, alors qu'on était pour l'ensemble de la population québécoise à 7%. Alors, c'est un peu vieux 2011, mais je n'ai pas trouvé les chiffres plus récents là, dans un tableau qui synthétisait tout ça. Parce que ce tableau-là, il montre qu'il y a quand même une espèce de petite évolution depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée pour tout le monde au Québec, mais l'écart reste le même. C'est-à-dire qu'on a un taux de chômage qui est un petit peu aux alentours de 5%, quoi. Et puis le taux de chômage dans les communautés des Premières Nations est aux alentours de 10%. On a toujours un taux d'activité professionnelle qui est moins occupé, quoi. On garde les mêmes écarts. Donc, une première inégalité qui est liée à l'activité professionnelle que les gens peuvent avoir. Si on regarde le revenu, alors l'indicateur qui est utilisé, c'est les familles qui vivent sous le seuil de faible revenu. Puis Statistique Canada, la définition qu'ils utilisent pour le seuil de faible revenu, c'est un revenu en deçà duquel une famille dépense 20% de plus de son revenu pour la nourriture, le logement, l'habillement que la famille moyenne. Okay, donc c'est quand il y a la majorité de nos salaires qui passent pour les besoins de première nécessité. Puis ben là encore, on voit qu'il y a un écart. Alors, les statistiques que j'ai mises sont celles du Canada, là, parce que je ne les avais pas pour le Québec, mais il n'y a pas de raison que le Québec soit très différent là-dedans. Ce pourcentage, il est de 14% chez les allochtones, et puis quand on passe dans les Premières Nations, il peut passer à 44% pour ceux qui vivent dans les communautés. Donc, on a des personnes qui ont moins de revenus et puis qui sont plus pauvres dans la communauté. Pour ce qui concerne la scolarité, donc chez les allochtones, on a 82% des personnes en 2018 qui arrivent à décrocher un diplôme d'études secondaires, donc qui finissent leur scolarité obligatoire, c'est ça que ça veut dire dans le contexte du Québec. C'est 70% pour les Premières Nations, donc un petit peu moins. Et pour ce qui concerne l'accès à un diplôme post-secondaire, donc un diplôme dans l'enseignement supérieur, on est à 20% à peu près chez les allochtones, alors qu'on arrive à 7% chez les membres des Premières Nations. Donc là encore, pour ce qui concerne la scolarité, les chiffres montrent qu'ils se rendent moins loin, et puis ça peut créer des inégalités sociales par la suite, parce que les emplois qui peuvent être occupés, et puis l'exercice citoyen n'est pas forcément le même. Puis, alors, au niveau du logement, alors le logement, c'est important au Québec, hein, parce que l'été, il fait 40 degrés, puis l'hiver, il fait moins 40. Donc, les maisons elles sont plutôt bien isolées, toutes, même en très bon état. Puis une maison qui est très, très bien isolée, mais qui n'est pas en très bon état, il n'y a pas de circulation d'air, et puis l'air devient irrespirable dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez important, là. Et puis, ce qu'on voit par rapport aux indicateurs qui sont utilisés là-dessus, c'est que si on va voir les membres des Premières Nations dans un recensement qui a été effectué en 2021, là, on a 16% des gens qui vivent dans des maisons qui nécessitent des réparations majeures dans les communautés, alors que c'est 5% pour les allochtones. Puis on a 17% des personnes qui vivent dans des logements trop petits par rapport à leur structure familiale chez les Premières Nations, alors que c'est 9,5% pour les allochtones. Là, c'est pas lié au fait qu'ils ont des maisons plus petites, c'est plus lié au fait qu'ils sont plus nombreux à habiter dedans par rapport à la structure familiale, en fait. Mais, n'empêche qu'on a une inégalité au niveau du logement. Donc, vous voyez, par rapport à l'indice de bien-être collectif, là, en fait, il y a quand même un déséquilibre pour les 4 aspects. Et donc, si vous êtes là, c'est probablement parce que vous pensez comme moi qu'un bon moyen de diminuer les inégalités sociales, c'est l'école. Je vais vous dire un petit peu comment sont scolarisés les enfants des Premières Nations. Alors déjà, en 2018, la population scolaire qui était rattachée aux Premières Nations, c'était à peu près 17 000 élèves. Je vous ai mis ce tableau-là. On voit un petit peu à quelle structure ils se réfèrent et puis combien parmi eux sont dans les communautés. Donc, ça donne un premier aperçu. Alors, ce que je veux vous expliquer avant de pouvoir vous présenter des recherches, en fait, c'est que le système scolaire dont vont bénéficier les enfants des Premières Nations va différer selon qu'ils habitent dans une communauté ou qu'ils n'habitent pas dans une communauté. Ce qui fait qu'il y a des très très gros écarts. Et puis d'une communauté à l'autre, ça va différer aussi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand les enfants vivent dans leur communauté, quand on vit dans une communauté, le financement de l'éducation passe par le gouvernement fédéral du Canada
qui donne de l'argent au conseil de bande, donc à la structure tutélaire de la communauté, pour pouvoir organiser les services éducatifs. Donc, organiser les services éducatifs, c'est recruter des enseignants, construire des bâtiments, enfin, tous ces éléments-là, quoi. Et donc, là, il y a une grosse variabilité d'une communauté à l'autre. La péréquation qui est utilisée pour savoir combien leur donner, c'est la même pour tout le monde, mais l'organisation peut différer, parce qu'il y a des communautés qui gèrent ça toutes seules. Donc, ce serait mon petit cercle en bas à gauche. Il y a des communautés qui s'associent à des organismes qui les fédèrent entre elles. Donc, par exemple, le Conseil en éducation des Premières Nations, vous avez tout un tas de communautés qui adhèrent à ça et puis qui réfléchissent à l'éducation ensemble et puis qui développent des idées d'intervention ensemble par l'intermédiaire de ça. Idem avec l'Institut de Chacapèche, qui n'est pas dans la même région géographique, mais qui fédère plusieurs nations pour réfléchir à l'éducation des enfants et puis qui offre des ressources en éducation. Et puis vous avez quelques territoires, ceux qui sont particulièrement dans le nord, là, qui ont leur propre centre de service. Alors là, ils fonctionnent un peu comme des écoles provinciales, en ayant une autonomie de centre de service, un peu comme un centre de service, c'est un peu comme un rectorat en France, si vous voulez. Donc là, ils ont une organisation. Donc ça fait qu'on a ces 5 types d'organisation possibles là, qui entraînent des petites différences sur l'organisation scolaire dans les communautés. Et puis, pour les enfants qui vivent en dehors des communautés, là, il y a 2 cas de figure. Il y en a un qui est très très rare. Il y a quelques établissements au Québec qui proposent un accueil spécifique pour les enfants autochtones qui vivent en dehors de leur communauté et puis qui ont un projet éducatif qui est orienté sur ça. Je vous en présenterai un tout à l'heure. Et puis, sinon, les enfants, ils vont à l'école de quartier. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de qui sont les Premières Nations du Québec, les particularités sociologiques des Premières Nations en général, et puis le contexte scolaire général. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est quelques recherches qui s'intéressent à ce qui pourrait être fait pour soutenir la réussite éducative des enfants autochtones. Alors, je vous ai fait une petite diapositive un peu méthodologique là. Comment est-ce que j'ai procédé pour opérer mon recensement? Au début, je me suis dit, je vais aller voir ce qui a été publié dans les 5 dernières années. Je suis rentré dans mes bases de données avec les mots-clés qui sont indiqués là. J'ai complété un petit peu en ayant fait un premier tri avec quelques auteurs clés. Après, j'ai repéré dans quelle université travaillaient les chercheurs qui étaient là-dessus. J'ai été voir dans les sites universitaires s'il n'y avait pas des articles qui n'étaient pas référencés dans les bases de données. J'ai vu je connaissais en fait, mais il y a une revue qui porte spécifiquement sur la question de la réussite des élèves, de la persévérance et la réussite chez les premiers peuples. Donc j'ai été éplucher cette revue-là. Et après, j'ai analysé les références et j'ai ajouté quelques projets non répertoriés dont j'avais entendu parler entre les branches, mais qui n'avaient pas de publication encore, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu ça le travail que j'ai fait. Au départ, j'étais parti sur les 5 dernières années, puis la revue Persévérance et réussite chez les premiers peuples là, a sorti un numéro en 2016 dans lequel il y avait plein d'articles super intéressants par rapport à la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc je l'ai intégré 2016 aussi. Ça va être sur 6 ans là, en fait. Ensuite, pour regarder chacune des sources, ce que j'ai fait, c'est j'ai identifié les pratiques qui étaient évoquées à l'intérieur et puis j'ai essayé de faire une thématisation qui, comme je vous le disais tout à l'heure, s'est orientée en fait en trois pôles. La question de la sécurisation culturelle, les pratiques d'autochtonisation et de décolonisation et les pratiques qui sont développées par la voie de la collaboration. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est quelques recherches qui sont dans chacune de ces approches-là pour essayer de vous un petit aperçu, un petit digest de la nature de ces recherches, puis du genre de résultats qui sont produits. Alors, je commence par parler de la sécurisation culturelle, parce que moi, quand je travaille sur la question de la réussite éducative des élèves autochtones, c'est dans cette perspective-là. Alors, c'est celle que je connais le mieux. Puis c'est avec ça que je vais être le plus à l'aise. J'ai participé à 2 projets sur cette question-là que je vais vous présenter. Puis, le premier, là, alors vous êtes les premiers non-québécois à voir l'image que j'affiche là. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit et comment cette image est née. Parce que ça qualifie bien, ça caractérise bien le type de recherche qu'on peut faire quand on réfléchit à la réussite éducative. En fait, cette image, elle a été développée dans le cadre d'un projet d'action concertée
entre le ministère de l'Éducation et puis, je ne me rappelle plus quel est le deuxième ministère. Une action concertée qui visait à découvrir les pratiques de sécurisation culturelle qui étaient menées au nord du 49e parallèle, donc c'est un petit peu plus au nord que chez moi, si vous vous souvenez de la carte tout à l'heure. Et donc, ce qu'on a fait, sous la direction de Christine Couture, qui est une collègue, c'est on a recensé toutes les personnes qui ont joué un rôle quelconque dans le parcours de vie des jeunes enfants des Premières Nations sur ce territoire-là. Donc, toutes les structures, les écoles, les services de garde, les associations qui s'occupent, les associations de parents, les centres d'amitié autochtones. Donc, on a recensé tout ça et on a été rencontrer tous les acteurs pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en contexte québécois la sécurisation culturelle. Parce que je pense que c'est un terme dont vous avez déjà entendu parler, sécurisation culturelle, c'est assez connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis rapidement, c'est un terme qui à l'origine vient de Nouvelle-Zélande, qui a été développé dans le contexte d'études en santé, sur la base du constat selon lequel les autochtones néo-zélandais, quand ils se retrouvaient dans le système de santé, ils se sentaient mal accueillis et un peu rejetés, puisque donc ils ne profitaient pas des soins qui étaient offerts. Alors, cette idée-là d'un accueil par des institutions qui sont allochtones et qui met mal à l'aise les personnes autochtones, a été reprise un petit peu en éducation, parce que nous, au Québec, les enfants, quand ils arrivent dans une école allochtone, les enfants des Premières Nations, ils ne se sentent pas forcément très bien d'emblée, quoi. Donc, on s'est dit, sécurisation culturelle, ça peut parler. Sauf que l'école, c'est pas de la santé, quoi. C'est pas les mêmes buts, ça fonctionne pas pareil. Et donc nous, quand on nous a demandé de travailler sur sécurisation culturelle au milieu scolaire et puis pour la réussite éducative, on s'est dit, si on transpose au milieu éducatif, qu'est-ce que ça peut donner? C'est pour ça qu'on est allé rencontrer les gens, 120 personnes qui ont été rencontrées dans une cinquantaine de rencontres. On a récupéré, en plus des intervenants, des témoignages d'une trentaine d'étudiants et puis d'élèves autochtones pour essayer de on dit au Québec, se faire une tête. Alors, l'expression qui serait appropriée en français non québécois ne me vient pas là, mais pour se faire une tête sur ce que ça peut être la sécurisation culturelle en contexte éducatif. Et en fait, l'image que vous avez là, c'est on a fait une synthèse de l'ensemble des propos qui a été tenu et on a travaillé avec des artistes autochtones pour qu'ils mettent en image les résultats de la recherche. Et donc là, ce que vous avez, c'est une image qui a été faite par deux artistes autochtones, donc c'est Jean et Chana Saintonge, qui viennent de la communauté de Ouachat sur la côte nord, qui synthétisent un petit peu les points qui sont essentiels par rapport à ce que c'est que la sécurisation culturelle. Puis donc, ce que vous voyez là-dedans, c'est vous voyez des pratiques traditionnelles en nature, en haut à gauche. Vous voyez à droite une situation un peu scolaire étudiante assez classique. Puis vous avez comme un cercle au milieu avec des établissements scolaires, à côté desquels il y a des structures qui seraient un peu plus autochtones. Puis vous avez une rivière avec un canot d'écorce qui passe dessus. Alors, la métaphore de la rivière, c'est parce que beaucoup d'intervenants, surtout parmi les intervenants autochtones, nous disaient en fait que pour eux, la sécurisation culturelle, c'était permettre d'assurer de traverser la rivière entre la culture autochtone et la culture allochtone d'une manière qui soit sécuritaire et dans laquelle les gens se sentent à l'aise. Donc, c'est un peu ça qu'il y a derrière. Puis, ce que vous voyez avec la main, en fait, c'est l'idée d'une main tendue vers les autres. Donc, l'idée, c'est, dans ce contexte de recherche-là, la définition à laquelle on arrive, c'est que la sécurisation culturelle, c'est une relation entre des cultures différentes. Alors, on a hésité longtemps entre des cultures différentes dans lesquelles on ne savait pas s'il fallait mettre, dans lesquelles il y a comme une hiérarchisation, mais veut pas, pour qu'il y ait besoin de sécurisation culturelle, il faut qu'il y ait une culture qui soit un petit peu au-dessus. Au-dessus, une culture qui se sent un petit peu en dessous. Si on part à la base sur un processus égalitaire, il n'y a pas besoin de sécurisation culturelle, tout va bien. Donc, relation entre des cultures différentes qui suppose des transformations individuelles et collectives des pratiques, des structures et des organisations. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, si on regarde les travaux en santé, par exemple, c'est surtout des transformations individuelles
Et puis organisationnel, mais à petite échelle, un service dans l'hôpital. Non, là, nous, ce qu'on voit avec ce que nous ont donné les personnes, là, c'est qu'il faut des changements structurels et organisationnels larges pour que ça puisse fonctionner. Pour assurer la sécurité des personnes qui reçoivent un service en santé, en éducation ou en travail social, parce que toutes ces personnes-là interviennent auprès des enfants, et dans des rapports qui soient égalitaires, respectueux de l'identité, des valeurs, des langues et des cultures en présence. Donc voilà. Donc là, vous voyez le travail qui a été mené pendant 2 ans à peu près, il aboutit à cette image-là. Et on est assez fiers de cette image parce que les Premières Nations avec lesquelles on travaille, c'est beaucoup les nations Innu qui sont à l'intérieur de ce projet-là. Et puis les nations Innu, elles sont dans l'image. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était avoir une définition dans laquelle elles se reconnaissent. Puis, donc quand on a fait cette image-là, on est repassé avec nos acteurs pour leur demander est-ce que ça vous paraît représentatif de ce que vous nous avez dit, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Puis les retours sont plutôt positifs par rapport à ça. Donc voilà un premier projet sur la sécurisation culturelle. Deuxième projet sur la sécurisation culturelle, c'est le projet Pétapan. Alors Pétapan, c'est quoi? On va se situer dans un milieu urbain, là, donc en dehors des communautés, dans la ville de Chicoutimi, dans le village de Chicoutimi. Et en fait, c'est la ville dans laquelle je travaille, et à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, on a beaucoup d'étudiants qui sont autochtones. Et ça produit un effet particulier sur la ville, qui est que quand des gens des communautés viennent à l'université pour étudier, pour devenir enseignants, ils viennent avec toute leur famille. Et donc, tous les ans, on a un certain nombre d'enfants qui ont été toute leur vie en communauté, qui se retrouvent en milieu urbain, et puis qui, avant le projet Pétapan, allaient dans leur école de quartier, puis se retrouver tout seuls. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne fonctionne pas pareil, les écoles en ville et puis les écoles dans les communautés, donc ils étaient un peu perdus. Et sur la base de ça, le centre de services scolaires qui s'occupe de la ville là, a voulu, après en avoir reçu la demande par un centre d'amitié et puis par les parents autochtones, réfléchir, est-ce qu'il serait possible de réunir les élèves autochtones dans une école pour qu'au moins ils puissent être ensemble? Pas forcément qu'il n'y ait que des enfants autochtones, mais qu'ils puissent se voir et puis qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls. Puis donc, ils ont développé petit à petit le projet Pétapan et ils ont approché des équipes de recherche dont je faisais partie pour essayer de les accompagner là-dedans. Et puis donc, les équipes pédagogiques ont beaucoup travaillé pour le développement d'un projet. Je vous ai mis l'image là à gauche du rapport de recherche qui a été écrit autour de ce projet-là. Puis dans le tableau, il y a un extrait en fait des grandes caractéristiques du projet qui ont été considérées par les acteurs comme déterminantes pour que ça fonctionne bien pour le bien-être des élèves. Puis donc là, on voit que ce qui a été important, c'était à un moment définir un projet éducatif commun qui prenait en compte la particularité des élèves autochtones. Et puis donc dans le rapport, vous avez la nature du projet et puis comment il s'est fait. Ce qui a été repéré aussi, c'est que encore plus que dans toute autre école, il fallait s'assurer d'avoir une relation avec les familles et avec les centres d'amitié, parce que les centres d'amitié autochtones, en fait, c'est des structures qui s'occupent du bien-être des autochtones qui vivent en milieu urbain de leur commune. Il a fallu recruter du monde aussi. Alors, dans cette école-là, ils ont recruté une travailleuse sociale à temps plein. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était là pour l'accueil des familles, pour échanger avec eux. Parce que c'est assez drôle au Québec, c'est assez rare que les familles aillent dans les écoles. Vous savez, il y a des autobus jaunes pour venir chercher les enfants à la maison et tout. Puis dans les communautés, les familles vont beaucoup dans les écoles. Et puis donc là, ils continuent à faire pareil quand ils arrivent en milieu urbain. Puis ça perturbe tout le monde, quoi. Donc là, la travailleuse sociale a permis de servir de tampon, de bien accueillir les parents à l'école, et puis en même temps de pouvoir fonctionner comme l'équipe le souhaitait. Il y a eu tout un travail aussi sur les liens de confiance qu'il y avait à s'établir. Il y a des ateliers de langue et de culture qui ont été mis en place à l'école par le centre d'amitié autochtone, dont c'est la fonction d'enseigner la langue et la culture. Et puis, il y a toute une équipe d'enseignants, qui étaient des enseignants allochtones pour le coup, qui s'est vraiment pris à bras le corps pour se former autour de mieux connaître la culture Innu, découvrir un petit peu Innu et Atikamekw. On a les deux dans cette école-là, puis pour travailler sur tout ça.
Puis je vous ai mis ensuite 2 diapositives. C'est un petit apron qui a été fait pour synthétiser les résultats de cette recherche-là et qui visuellement rend bien compte du système. Alors vous voyez, on a analysé le fonctionnement de l'école avec le système de Bronfenbrenner, qui est en bas à gauche. Là. Donc, on l'a appliqué avec le fonctionnement de cette école. Et puis la première partie de l'apron est tournée autour de comment soutenir la réussite des élèves en milieu urbain. Et on a sorti les solutions qui ont été inventées par le milieu pour ça. Ce n'est pas les chercheurs qui ont défini ce qu'il fallait faire, c'est vraiment le milieu qui a travaillé. On les a aidés quand ils nous sollicitaient. Puis nous, on a documenté ce qui se passait. Puis donc, on a repéré, par exemple, sur les questions de sécurisation culturelle, le défi collectif que ça peut représenter. Par exemple, on s'est vite rendu compte dans le projet que pour que ça fonctionne, il ne fallait pas juste que les enseignants qui soient formés à la sécurisation culturelle. C'est vraiment tout le monde, hein. Le monsieur qui balaye, les dames qui servent à la cantine. Ça ne fait rien. Vraiment, tout le monde soit à la cantine. C'est pas une cantine qui s'occupe des enfants au niveau des services de garde. Ensuite, il y a des pratiques une réflexion sur les pratiques éducatives. Donc là, je vous invite à aller voir un petit peu le rapport de recherche pour voir le détail. Ce qui a été complètement déterminant dans ce projet, ça a été les pratiques de gestion. Donc, on a le centre de service qui a toujours accompagné les équipes d'enseignants et la direction de l'école qui a toujours accompagné les enseignants dans la voie où ils voulaient aller. Pour donner une idée du fonctionnement, c'est pas le centre de service qui a dit on va faire une école pour accueillir les élèves qui sont nouvellement arrivés en zone urbaine, appliquer telle et telle chose. Ce qui s'est passé, c'est on ouvre un projet comme ça, qui seraient les enseignants qui seraient intéressés pour travailler là-dedans? Les gens ont postulé. Puis quand ils ont postulé, après, le centre de service et la direction de l'école a dit maintenant, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous aider à vous approprier le dispositif. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de temps, on va vous trouver du temps. Vous avez besoin de concertation, on va vous trouver des concertations. Vous avez besoin de formation, on va aller vous chercher les formateurs. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est structuré. Et puis, surtout, dans ce projet-là, il y a une collaboration et interculturelle et interprofessionnelle qui va bien au-delà de ce qu'on observe habituellement dans les établissements scolaires. Donc là, vous avez les gestionnaires, les partenaires autochtones, que ce soit les parents ou les structures associatives qui tournent autour, les enseignants, les professionnels des services complémentaires, donc tout ce qui est psychologue scolaire, orthophoniste. Moi, j'ai travaillé pendant un bon moment avec le psychologue scolaire, parce qu'on lui demandait de faire de l'évaluation des élèves, ça avec WISC & Co. C'est pas normé du tout, c'est pas fait pour utiliser avec les élèves comme ça, donc ça fonctionnait pas, et puis il était bien gêné avec ça, quoi. Puis avec les parents et avec les élèves. Donc les élèves participaient aussi à expliquer ce qu'ils faisaient. Et puis, avec l'idée centrale, c'est ce qu'on veut, c'est la réussite éducative des enfants. Et ça, c'est pas rien, parce que ça veut dire qu'au départ, on a une école. Ce qu'elle voulait, c'était pas que les enfants y réussissent à l'école. Ce qu'elle voulait, c'était que les enfants réussissent globalement. Se sentent bien. La définition que je vous ai montrée en premier, quoi. Donc, se sentent bien, fassent des acquisitions, se développent au niveau moteur, au niveau affectif, au niveau des relations avec les autres. Donc, c'est pas anodin. Et puis, là, je vous ai mis quelques constats sur les retombées et sur les défis à relever. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a relevé aussi tous les freins et toutes les barrières qu'ont rencontré les gens dans leur cheminement, en lien avec les pôles un peu discriminants. Là, vous pourrez en prendre connaissance en détail, mais évidemment, ça a demandé des gros efforts de la part de tout le monde qui sont documentés dans la recherche. Alors, je vais aller un petit peu plus vite pour la suite. Ça, je passe parce que c'est un article plus scientifique là, qui présente cette recherche-là. Donc, si vous voulez voir la version très académique de ça, vous pourrez aller consulter cet article. Alors, après les pratiques de sécurisation culturelle, il y a des pratiques qui touchent aussi à l'autochtonisation et à la décolonisation. Est-ce que c'est des termes avec lesquels vous avez l'habitude de travailler ou pas? Que je sache un peu le niveau de détail qu'il faut que je donne. J'ai quelques oui, mais j'ai des un peu plus non. Alors, en fait, je les ai mis dans la même case parce que pour moi, c'est un petit peu la même chose, mais dans des sens différents. L'idée de l'autochtonisation, c'est on va faire entrer à l'école des préoccupations, des valeurs et des traditions autochtones. Okay, donc, autochtonisation, c'est ça. Donc, par exemple, on va réfléchir en contexte traditionnel comment les enfants apprennent.
Et puis on va essayer de mettre en place à l'école des dispositifs qui ressemblent à ces manières d'apprendre-là. La décolonisation, c'est un peu le mouvement contraire. C'est bon, dans nos structures scolaires, comme elles sont, c'est des structures qui viennent de la culture occidentale, là, dans le cas du Québec, clairement. Donc, décoloniser, c'est comment est-ce qu'on fait sortir des choses qui sont très très liées à la culture occidentale de l'école. Donc, par exemple, si on a une conception naïve en Occident que les Indiens au Québec, ils étaient tout nus quand les premiers colons sont arrivés, et puis que c'est dans les manuels d'histoire, pour décoloniser, on va essayer de sortir cette idée-là, qui ne tient pas la route 2 secondes, parce que vous ne pouvez pas être longtemps tout nu au Québec. L'été, vous vous faites bouffer par les moustiques, et puis si vous l'êtes l'hiver, vous êtes mort. Donc ça ne marche pas. Donc il y a tout un tas d'études sur l'autochtonisation et la décolonisation. J'en mentionnerai peut-être deux rapidement. Je vais choisir l'étude de ma collègue Constance Lavoie et de Patricia Anne Blanchet, là, elle est intéressante. En fait, en contexte des Premières Nations au Québec, un mode de transmission culturelle privilégié en milieu familial, c'est le récit de vie. Et en fait, les aînés, notamment dans les communautés, racontent l'histoire de la communauté sous forme de récit de vie. Et ce à quoi travaillait Constance dans la recherche qui est à droite sur l'écran, là, c'est à développer un mode d'intervention pédagogique en classe qui permette d'utiliser le récit de vie pour passer des contenus qui sont des contenus de l'école. Alors c'est assez intéressant parce qu'elle propose comme ça des étapes à respecter, puis une scénarisation qui peut aider à monter des activités pédagogiques sous forme de récit de vie, un peu comme les récits de vie qu'entendraient des enfants autochtones dans le contexte de leur communauté. C'est super intéressant en fait parce que la manière de faire qui est décrite, alors c'est sûr que c'est intéressant pour des élèves autochtones, c'est super intéressant pour des élèves allochtones aussi, parce que c'est une autre manière d'enseigner à laquelle beaucoup d'élèves pourraient être sensibles et puis qui est intéressante. Deuxième exemple que je mentionnerai, c'est on a dans mon université une organisation qui à but non lucratif, une organisation autochtone qui s'appelle la Boîte Rouge Vif. Et en fait, sa mission, c'est de contribuer à la valorisation et à la diffusion des cultures autochtones des Premières Nations. Donc, hein. Et en fait, cet organisme-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent des matériaux, des films, des vidéos. Alors, le petit code QR, là, qui ne va pas marcher pour ceux qui sont devant, mais sur la télé, ça va marcher. Il amène sur le site de la boîte. Donc, ce qu'ils ont fait, cette boîte rouge vif-là, c'est qu'ils ont travaillé avec des didacticiens pour aborder des notions qui sont des notions de l'école par l'intermédiaire de pratiques qui sont autochtonisées, quoi. Donc l'approcher comme on l'approcherait si on était en communauté. Et ils ont un matériel pédagogique qui est tout à fait intéressant et puis qui a donné lieu au développement de matériaux pédagogiques. Donc là, je vous ai mis un article qui présente ça plus précisément, fait par 2 collègues et puis par une de nos étudiantes autochtones, Shannon, où ils ont développé en fait des thèmes intégrateurs. Donc, comment est-ce que c'est super intéressant comme travail, je vous invite à le lire. Vous aurez des choses sur, par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser le thème intégrateur du bouleau, l'arbre avec l'écorce blanche, là, pour travailler des sciences et puis pour travailler en univers social, histoire, géographie, en même temps, avec des éléments à saveur autochtone. Donc voilà, autochtonisation, décolonisation. Puis, dernière chose, et je conclurai là-dessus, on a aussi énormément de travaux qui portent sur des recherches, qui sont des recherches collaboratives, en fait, qui visent à réfléchir ensemble à des problématiques que peuvent rencontrer les enfants autochtones dans les communautés ou hors communautés. Alors là, je vais peut-être prendre l'exemple de Quel je vais choisir? Ouais, je vais choisir celui-là, il est vraiment beau, je trouve. L'exemple de l'article de Sylvie Pinette et Suzanne Guillemette. Donc là, on se situe dans une école qui est à McMahon-Tenham, donc sur la côte nord. On est dans une école qui est assez grande, dans laquelle vous avez 50% du personnel qui est autochtone et puis 42% de ce personnel qui est enseignant, et qui se posait la question de l'école, comment valoriser la culture autochtone. Puis donc là,
l'école, par l'intermédiaire de l'Institut de Chacapèche, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a contacté une équipe de recherche pour être épaulés par des chercheurs dans cette réflexion-là. Puis donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ensemble, ils ont développé, d'abord, ils ont recensé tout ce qu'ils faisaient déjà pour valoriser la culture Innu, donc c'est ce qui a été au-dessus, et ils ont réfléchi ensemble à des actions qui pourraient être mises en place pour pouvoir, dans les différents cycles de l'école, aller chercher davantage de culture et la valoriser davantage auprès des enfants. Donc là, c'est collectivement que les thèmes ont été définis. Puis le travail des chercheurs, après, c'était de faciliter la vie des gens sur le terrain. C'est-à-dire que quand les thèmes étaient définis, s'il fallait aller chercher de l'iconographie ou des choses comme ça, peut-être que l'équipe de recherche pouvait s'en occuper, le ramener aux professionnels qui, après, en disposaient comme ils le souhaitaient. Donc cette approche collaborative, elle est aussi assez importante. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu sur les diapos sur lesquels je suis passé assez rapidement, mais en fait, on a quand même pas mal de travaux, trois approches qui sont évoquées. Alors en termes de conclusion, vous voyez que sur 6 ans, il y a quand même une vingtaine de travaux qui ont été recensés. Là, puis sans doute qu'il en manque parce que je n'ai pas consulté de manière exhaustive. Moi, il me semble que ce qui les fédère, c'est qu'on est toujours dans une démarche collaborative. S'il y a un point commun entre tous les travaux, là, c'est qu'il y a une perspective assez égalitaire entre les chercheurs et puis les praticiens des milieux dans les travaux qui sont menés. Ce n'est pas le chercheur qui vient en tant qu'expert et puis qui va expliquer aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent ou qui va réfléchir dans son coin tout seul. On réfléchit ensemble pour pouvoir développer. Et puis, avec deux grosses thématiques, c'est comment faire en sorte que les enfants se sentent bien à l'école et puis comment faire en sorte qu'ils prennent en compte les réalités autochtones dans les milieux scolaires, à la fois pour le bien des élèves autochtones, mais pour le bien des élèves allochtones aussi, parce que moi, mes enfants, ils sont à l'école, des fois, on leur apprend des bêtises en histoire par rapport à la connaissance historique des historiens. Une grosse préoccupation actuellement, c'est que pour que ça fonctionne bien, faut qu'il y ait plus de chercheurs des Premières Nations dans le cadre du Québec et puis plus de chercheurs autochtones parce que ils savent mieux que nous. Moi, quand je travaille avec des chercheurs des Premières Nations, je mesure complètement tout ce que je ne comprends pas et puis tout ce que je ne sais pas. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et puis, ce que je voulais partager, c'est là-dessus que je terminerai pour ne pas trop dépasser, Isabelle, c'est qu'on a un avantage au Québec, c'est que ça devrait bientôt être appuyé sur une compétence professionnelle qui est exigée chez les enseignants. Alors en fait, on a un référentiel de compétences pour les enseignants qui contient un certain nombre de compétences comme celui que vous utilisez, qui date d'il y a 1 an et dans lequel il devait y avoir une compétence interculturelle spécialement dédiée à l'autochtonie. Et vous savez comment ça se passe quand on fait des référentiels de compétences. Il y a des lobbyismes qui se passent dans les ministères. Cette compétence-là a été retirée au dernier moment, mais les tractations continuent pour essayer de l'intégrer. Puis je voulais vous la partager parce que je la trouve inspirante. Vous avez là les composantes de cette compétence qui serait ce qu'on attendrait de tout enseignant si ça passait dans le référentiel de compétences, pour être capable d'accueillir dans de bonnes conditions des élèves autochtones et puis pour faire une place à la culture autochtone dans le système scolaire. Je trouve ça assez inspirant. Je vais essayer de faire une lecture, mais juste pour terminer le commentaire là-dessus. La compétence libellée comme ça a été retirée dernière minute, mais par contre, les programmes le référentiel de compétences mentionne les populations autochtones à de multiples reprises. Donc, même si la compétence n'est pas isolée, le texte pour définir le métier fait quand même état de toute cette sensibilité-là. Voilà, ça conclurait ce que je voulais vous présenter, puis je vous ai remis mes petites choses là. Merci Marie pour cette présentation très claire et très inspirante. Donc on va passer aux questions. Peut-être qu'il y a quelques questions à poser. J'en ai quelques-unes. Ah, ça vous intéresse tout ça? Merci Louis pour cette présentation passionnante et ce voyage dans notre page d'ici. J'ai une question qui est un petit peu décalée par rapport à la question strictement pédagogique. En fait, c'est sur les catégories allochtones, autochtones. Je voulais savoir si ces catégories sont des catégories de chercheurs strictement ou est-ce qu'elles sont utilisées, y compris au niveau politique, dans la société,
je vais me décaler par rapport à la situation polynésienne. Je prends le cas de la Calédonie. Je vois mal la population blanche installée en Calédonie s'auto-appeler alloctones, c'est-à-dire qu'ils revendiquent une forme d'autochtonie eux aussi. Alors après, je ne rentre pas dans le débat, c'est pas mon propos, mais je voulais savoir comment ces catégories que tu utilises donc, très régulièrement sont perçues de l'intérieur. Ouais. Là, ça dépend un petit peu des milieux. Alors, c'est des cas. Pour les gens qui sont à distance, ils ont besoin que je parle dans le micro. Non, c'est correct. C'est quand même des catégories de chercheurs. Il y a une partie de la communication, de la population qui se définit quand même comme alloctone. Mais plutôt dans les lieux où il y a beaucoup d'autochtones. Donc, c'est vraiment une question de coloration. À Chicoutimi, par exemple, où on a quelques autochtones, il peut y avoir des gens qui se disent alloctones. À Montréal, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui se disent alloctones. On pourra demander aux collègues qui vivent là-bas. À cette île, où il y a une communauté autochtone qui est assez importante, il y a beaucoup de gens qui se définissent comme alloctones. Par contre, les gens qui se définissent comme alloctones, c'est des gens qui ont une certaine sensibilité aux problématiques des Premières Nations. Puis, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, quoi, clairement. Les termes sont aussi utilisés au niveau politique. Après, ce qui est intéressant, c'est là j'ai parlé un peu point de vue occidental. Après, pour les personnes autochtones que je connais, comment est-ce qu'ils se définissent? Alors, eux, ils se qualifient comme autochtones, clairement. Et puis, les alloctones, ils les qualifient de québécois. Enfin, pour les mots qui sont utilisés. Donc c'est ça, mais et au niveau politique, ces termes-là sont autochtones, alloctones peuvent être repris, ouais. Surtout autochtones, alloctones un peu moins. Puis les chercheurs, c'est assez commun. Ouais. En fait, c'est pas une question. Une remarque? Non, c'était juste un truc sur autochtone. Je pense que ce sont des termes qui ont été forgés dans le champ de la géologie au début du XXe siècle pour désigner des mouvements de roches et de déplacements. Donc des déplacements que font les montagnes en particulier. Les montagnes autochtones sont celles qui sont déjà en place, des socles. Et les montagnes alloctones sont celles qui ont été ramenées par des déplacements tectoniques en particulier. Et donc ça fait écho aux questions d'évolution des concepts que Pierre-Éric évoquait l'autre jour. Voilà. Mais du coup, je me demande si tu fais, du coup, j'ai une toute petite question, Loïc, une différence entre les concepts donc autochtonisation et donc contextualisation. Ouais. Est-ce qu'il y a une nuance pour toi? J'avoue que je ne maîtrise pas suffisamment bien contextualisation pour pouvoir répondre correctement à ça, je pense. Il faut que je vous côtoie un petit peu plus pour savoir plus ce que vous mettez derrière ça. Je l'ai entendu beaucoup utiliser, mais je n'ai pas encore une définition très très claire en tête. Donc. Oui, merci beaucoup, Loïc. Je me retrouve complètement dans ce que tu as présenté, à la mesure où je travaille déjà avec Constance sur la géographie, les récits de vie, et puis beaucoup de recherches collaboratives essentiellement. C'était pour compléter autour de la notion d'autochtone, première remarque de Jacques. En Nouvelle-Calédonie, ou aussi en France, il y a certains concepts, effectivement, comme par exemple allophone, qui posent problème, qui sont utilisés par les chercheurs eux-mêmes. En Nouvelle-Calédonie, ce que je remarque depuis 5 ou 6 ans, c'est qu'il y a des chercheurs, notamment Kanak, qui eux revendiquent justement la terminologie et notamment qui essaient de diffuser, par exemple, le concept de savoir autochtone. Pas forcément en tant qu'eux-mêmes personnes, mais qui revendiquent ce concept, ils le trouvent extrêmement important. Et même parle aussi, Heidi, malheureusement j'ai raté sa communication, Heidi Wajawan, lui parle aussi d'épistémologie autochtone. Il y a le terme indigène aussi qui est comme de façon. Oui, mais je n'ai pas utilisé celui-là. Plus connoté pour nous. Merci beaucoup, Loïc. Vraiment, j'ai passionné sur un terrain que je ne connais pas du tout et finalement, il y a pas mal de problématiques assez globales qu'on pourrait retrouver. C'est bon, en fait, mais on a évoqué le mot autochtone, mais décolonial, enfin décolonisation, c'est ça. Et je suis très étonné qu'on n'utilise pas au Québec, en fait, le terme de décolonial, justement, parce que au Canada, il n'y a pas eu de décolonisation. Il n'y a eu qu'une décolonialisation. Est-ce que le terme est employé dans les études? Pas dans les études, dans l'éducation, à ma connaissance. Hein.
Et quand on parle de décolonisation, c'est vraiment sur la question soit des curricula scolaires, soit des pratiques scolaires dans le champ de l'éducation, quoi. C'est peut-être aussi, quand on parle de décolonial, c'est d'enlever finalement tout un pan de culture occidentale que tu évoques. Oui. Ouais. Il reste une petite minute. Donc, une dernière question, Jacques, tu voulais Juste un commentaire sur la contextualisation et l'autoctonisation. J'imagine à quoi pourrait servir la distinction autoctonisation et contextualisation. Je prends l'exemple de la Polynésie. Quand on parle, par exemple, d'enseignement du fait nucléaire, c'est de la contextualisation, c'est pas de l'autoctonisation. Quand on parle d'enseignement des langues polynésiennes à l'école, c'est de l'autoctonisation, des choses comme ça. Oui, effectivement. Distinguer éventuellement, je pense. Hein. Oui, c'est effectivement. C'est une petite dernière. Non. Eh bien, on est à l'heure. Merci à toi de nous avoir